Merci Jean-François. On est de retour avec nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Encore une fois, on va se faire un plaisir, on va parler finances. Et cette fois-ci, moi, je vous amène dans le bureau, directement dans le bureau de Pierre-Paul. Lorsque Pierre-Paul rencontre quelqu'un, premièrement, bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. On va commencer par ça. Écoute, quand les gens viennent te rencontrer, il y a au début, la rencontre, il y a évidemment, on s'assoit, on jase, on pose des questions, on essaye de cadrer le problème, on essaye de cadrer la personne assise en avant de toi. On s'y prend comment? Ben, évidemment, après avoir... tout le monde arrive avec une histoire. Hein. Les gens viennent pas dans le bureau d'un syndic parce que tout va bien. Donc, évidemment, qu'on veut savoir, là, y a-t-il des changements dernièrement ou si c'est de l'accumulation. Mais sinon, quand on analyse la situation financière des gens, on a une méthode là particulière et très efficace qui permet d'aller chercher vraiment toute l'information pour... Après ça, avoir un bon portrait de la situation financière de la personne en dedans d'à peu près, ça dépend. Si la personne est très au courant de ces choses, là, ça peut prendre 20 minutes, 25 minutes, mais habituellement, on pose des questions que les gens sont pas habitués de répondre. Fait qu'il faut qu'ils réfléchissent un peu plus. Fait que, en dedans d'une heure et quart, on a un très, très bon portrait de la situation de la personne. Puis l'idée aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on pose comme question. En même temps, ça va vous donner une idée de, comment analyser sa propre situation financière. Puis deux, si les gens viennent me voir, quel genre de questions qu'on va poser, puis pourquoi on pose ces questions-là aussi. Oui, parce que là, on parle de finances, mais j'imagine que à quelque part, il faut aller voir cette personne-là ailleurs qu'à la finance, parce que ça s'est rendu avec des problèmes financiers, c'est peut-être un comportement, quelque chose qu'il faut identifier. T'as raison que c'est sûr que dans le cadre de l'analyse financière, puis quand on regarde le budget et tout, on va se rendre compte d'éléments. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des problèmes de consommation. Évidemment, au début, ils nous le diront pas nécessairement tout le monde d'emblée. Il y en a que oui, mais il y en a qui nous le diront pas nécessairement d'emblée. Mais quand on voit le budget puis qu'on voit des grands trous dans le budget, là, on va donner des outils à la personne pour trouver qu'est-ce qu'il y a dans ces grands trous-là. Puis ultimement, à un moment donné, on n'aura pas le choix. Si on veut trouver une vraie solution, il va falloir adresser les vrais problèmes. Fait que oui, ça va passer des fois par régler des addictions ou par avoir du support externe qui n'est pas l'aspect financier. Puis oui, ça va arriver que des fois, on va le trouver par le biais des questions qu'on va poser. OK. C'est que, premièrement, on s'assoit, on te rencontre, on a une poignée de main, puis on dit, on est dans le trouble, on veut savoir comment tu peux nous aider. Comment tu passes ça, là? Comment tu enlignes ça, Pierre-Paul? Ouais. Moi, la première chose que je veux savoir, c'est je veux établir là, la ligne de base de la personne de combien elle vaut. Puis ça veut dire quoi? Je pars avec le calcul de faillite. Même si c'est 10% de mes clients là qui vont faire faillite, finalement, donc c'est vraiment pas une grande partie des gens qui viennent me voir. Mais le calcul de la faillite va me permettre de donner un baseline, vraiment, là, OK, le pire qui peut arriver, c'est quoi, puis ça va être quoi l'impact sur la personne, puis après ça, on va pouvoir aller voir toutes les autres solutions dépendamment de qu'est-ce qu'on a. Donc, pour être capable de savoir qu'est-ce que la personne a au BAT, qu'est-ce que la personne a de saisissable, on va poser évidemment toutes les questions sur les actifs. Donc, l'immeuble de la personne, il vaut combien? Est-ce que la personne le sait? L'évaluation municipale, y a-t-il un agent d'immeuble qui l'a évalué? Parce que l'évaluation municipale, c'est pas une vraie valeur. Là. Ça nous donne un à peu près, mais dépendamment des municipalités, c'est pas nécessairement la vraie valeur. On va regarder avec cette valeur-là aussi, y a-t-il des rénovations qui ont été faites? C'était quand l'achat de la maison? On l'a acheté à combien? Puis on peut aller faire des vérifications aussi au registre foncier. Donc, juste l'immeuble, valider ça, valider il est à quel nom? Valider si c'est un immeuble qui est détenu en copropriété avec notre conjoint, est-ce que c'est un conjoint marié? Il va avoir des impacts. Encore là, aujourd'hui, je pourrais pas rentrer dans pourquoi il y a toutes ces questions-là, puis il y a tous ces impacts-là. Mais juste pour l'immeuble, on a un paquet de questions pour savoir, OK, c'est quoi la valeur? Est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut tenir compte, comme le fait d'être marié, qui vont impacter la valeur? Il y a un paquet de choses comme ça. La personne a-tu des terrains? La personne a-tu des hypothèques? Est-ce qu'elle a une marge de crédit hypothécaire sur cette maison-là? Après ça, le véhicule. Est-ce que la personne a 2 véhicules? Est-ce que les véhicules sont financés? Est-ce que ces véhicules-là sont maganés? C'est quoi le kilométrage? On va aller voir les valeurs de ce véhicule-là. 4 roues, skidoo, bateau. Est-ce que la personne a d'autres actifs comme ça, j'appelle ça les bébelles à moteur, là, tout ce qui englobe les équipements de loisirs et tout ça. Est-ce que c'est financé? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est au nom d'un ou au nom de l'autre?
Des fois, il y a des gens qui disent, c'est à mon nom. C'est immatriculé à mon nom. OK, mais le contrat d'achat, il a-tu été fait à ton nom? Ah ben non, dans le temps, il était fait à tel autre, mais on l'a toujours immatriculé à mon nom. Ben là, il faut comprendre que l'immatriculation, c'est pas un titre de propriété. Donc, il y a beaucoup d'enjeux comme ça, qu'on valide avec la personne un paquet de choses. On valide si la personne a des assurances-vie. Si elle a des assurances-vie, on regarde c'est qui le bénéficiaire. Y a-t-il des valeurs de rachat? La personne a-t-il des placements? REER, CELI, non enregistrés. Si la personne a des REER, tu sais, là, je résume un paquet d'affaires qu'on a déjà parlé dans d'autres chroniques, mais des REER, il y a des parties de REER qui peuvent être insaisissables. Donc, la personne a-t-il des actifs insaisissables qui sont déjà protégés? La personne a-t-il des fonds de pension qui sont déjà insaisissables aussi? La personne a-t-il de l'argent dans son compte de banque? La personne a-t-il des œuvres d'art ou des actifs particuliers? Est-ce que les meubles, c'est des meubles normaux ou il y a quand même des éléments particuliers qui pourraient avoir des biens saisissables? Fait que tout ce volet-là que je viens de dire, c'est juste pour cadrer qu'est-ce qu'on a comme valeur d'actif. OK. Et là, j'écoute parler, j'ai l'impression que tu parles d'une personne, mais ça doit arriver assez fréquemment que c'est un couple qui vient te rencontrer. Ah oui, tout à fait. Dépendamment de comment, parce que dans les questions initiales, on va regarder comment les gens gèrent leurs finances. Parce qu'il y a des gens en couple qui vont gérer leurs finances de façon très indépendante. Puis il y a des gens en couple qui vont gérer leurs finances de façon très commune. Donc, dépendamment de comment les finances sont intégrées dans le couple, des fois, on va analyser deux situations en même temps. On va faire le parallèle de c'est quoi les actifs de monsieur, les actifs de madame, les dettes de monsieur, les dettes de madame, puis y a-t-il des dettes conjointes puis des actifs conjoints. Et on va analyser un peu les deux en même temps. Fait qu'effectivement, si les deux situations, dépendamment comment c'est fait, souvent on va les analyser en même temps. Les gens s'en rendront pas compte, mais on fait dans notre tête deux bilans puis on pose des questions en parallèle parce que il va y avoir des impacts différents dépendamment de parce que même des gens mariés peuvent prendre des décisions différentes. Des conjoints mariés, c'est possible que monsieur décide de faire faillite, madame va faire une proposition, ou madame va payer ses dettes, puis monsieur va déposer une proposition de consommateur. Tout est possible. Fait que nous, il faut séparer ça. On l'analyse comme deux dossiers séparés, même si on rencontre un couple en même temps. Ça veut dire que si madame fait faillite, monsieur peut continuer à fonctionner sans problème. Alors, il peut y avoir des ententes entre les deux au niveau des paiements, mais c'est vraiment, oui. OK, on va vraiment sur deux dossiers totalement indépendants. Oui, tout à fait. Et ça va arriver que des fois, on va mettre les deux dossiers ensemble. Il y a des possibilités de déposer des dossiers conjoints, dépendamment du redressement qu'on fait, mais il y a des conséquences majeures, ce qui fait qu'on évite ça le plus possible, parce que s'il y a une séparation dans le futur, ça devient le bordel. Des fois aussi, il va y avoir des enjeux qui sont vraiment différents pour un ou pour l'autre, même si les deux sont mariés. Donc, des fois, on a souvent avantage à séparer les deux cas pour que chacun puisse prendre la meilleure décision par rapport à sa situation. Et évidemment qu'on va tenir compte que s'il y en a un qui dépose une faillite puis qu'il y a des dettes conjointes avec l'autre, ben ça va impacter l'autre. On n'est pas fou. On va tenir compte de ça dans l'analyse globale, mais ça devient un petit peu plus... l'expérience est importante dans ces cas-là pour bien séparer, mais en maintenant tenir compte de l'autre personne aussi. Je vais ramener une parenthèse parce que je trouve ça important de le dire. C'est que lorsque vous avez un bâtiment, lorsque vous avez une maison, une résidence, la faillite signifie pas nécessairement que vous allez la perdre. Là. Ça, c'est dans la tête des gens, on dirait que ça, c'est quelque chose d'ancré. Ouais, non, c'est excessivement rare que les gens perdent un immeuble dans une faillite. Pour deux raisons principales. La première, c'est que souvent les gens qui rénovent n'ont pas d'équité, ils n'ont pas de valeur parce que la maison est déjà toute hypothéquée ou toute donnée en financement. Donc ça fait qu'il n'y a pas d'enjeu pour la maison. Les gens peuvent la garder puis continuer les paiements. La deuxième raison, c'est que les gens qui ont vraiment une valeur, exemple, il y a une maison de 600 000 puis il reste juste 250 000 d'hypothèque dessus, la solution ne sera pas la faillite. Il va y avoir d'autres solutions qu'on va regarder avec ces gens-là. Donc, pour justement pas qu'ils perdent leur maison. Fait que oui, c'est un très bon point. OK. Là, une fois qu'on a rencontré les gens, on a fait le tour, ces choses-là, puis on sait un peu, on a le portrait de ce qui s'en vient en avant de nous autres. C'est quoi la démarche qu'on fait? Parce que là, on s'en va pas on a juste parlé des actifs, là. Tu sais, on a juste parlé des actifs. Fait que, avec le temps qui avance, on va parler un peu plus vite du reste. Évidemment, on va regarder toutes les dettes de la personne. On va regarder c'est quoi les montants, c'est quoi les taux d'intérêt, c'est quoi les paiements qu'elle paye. Est-ce que ces paiements-là sont aux 2 semaines? On va faire un calcul. Les gens, des fois, ils font x2 parce que leur paiement c'est aux 2 semaines. Erreur, c'est pas, si on fait des paiements aux 2 semaines, c'est fois 2.167 qu'il faut faire, 2.16666. Donc ça, si les gens ne font pas
ce calcul-là, des fois, ils se rendent pas compte que, j'ai plus de revenus que j'ai, ou des fois, j'ai plus de paiements que je pensais. On va vérifier les endossements de la personne. On va vérifier, y a-t-il des créances abusives? Y a-t-il des créanciers là, à 30%, exemple, d'intérêt? Ça, c'est des dettes abusives. Il y a des gens qui ont abusé d'eux. Fait que ça, c'est important pour moi de le savoir parce qu'il faut que je leur explique, il faut que j'évite que ça se reproduise, il faut que je les sensibilise à ça aussi. Et après ça, on va regarder le budget, on va regarder les revenus, les dépenses, on va voir la personne, est-ce qu'elle a de l'excédent dans son budget? Est-ce qu'elle a un paquet d'excédents puis elle nous dit pas tout? Est-ce que la personne, elle a un excédent, ça va nous, plus qu'on a d'excédent dans le budget, plus que ça nous donne de marge de manœuvre dans les solutions, évidemment. On va regarder aussi c'est quoi la connaissance de la personne qu'elle a de son budget. Quelqu'un qui nous répond rapidement sur toutes les questions qu'on pose, on sait qu'elle connaît son budget, là, fait que ça va bien aller. Donc, on a confiance dans les chiffres. La personne qui hésite à chaque fois qu'on lui pose une question sur, exemple, combien coûte ton épicerie, combien coûte ton montant d'assurance habitation, combien, toutes ces questions-là, si la personne hésite à chaque fois, c'est parce qu'elle maîtrise pas son budget. Donc, ça nous donne d'autres informations qu'on va avoir des outils à donner à cette personne-là. Puis en même temps, l'information qu'on prend est peut-être pas tout à fait correcte, c'est plus des estimations. Fait que ça va jouer aussi dans les solutions qu'on va proposer. On va même aller à poser des questions. La personne, as-tu fait des gestes problématiques dans le passé? Est-ce que la personne, elle a vendu des biens à des tiers, à de la famille? Est-ce qu'elle a transféré des actifs? Parce que si elle le fait, il va y avoir des conséquences négatives sur elle, puis ou sur les gens à qui elle a vendu des biens ou elle a transféré des biens. Donc, on va s'assurer qu'on protège aussi les gens autour. Si la personne a fait des choses pas correctes, on va les en discuter, puis on va trouver des solutions pour les corriger et pour éviter la fraude. Des fois aussi, on va voir est-ce qu'il y a des actifs qui peuvent s'en venir. La personne, elle attend-tu un héritage? Elle attend-tu? Donc, il y a vraiment une analyse du passé, du futur, du revenu, du budget présent, des actifs, des dettes. Et on va regarder aussi, le dernier gros point, là, c'est quoi les objectifs de la personne? Parce que des fois, les gens viennent me voir et me disent, moi, là, mon objectif principal, c'est de régler mes dettes, mais je veux pas toucher à mon crédit. Ça, cette réponse-là, habituellement, est suivie par moi d'un pourquoi. Tu veux pas toucher à ton crédit et 80% des gens ne le savent pas. C'est juste, il faut que j'ai un bon crédit. Ils savent pas pourquoi. Ils savent pas vraiment c'est quoi l'impact. Puis ils se rendent pas compte que le fait d'avoir un bon crédit, mais un taux d'endettement élevé, ton bon crédit te sert absolument à rien. Donc, des fois, on va dédramatiser les situations et on va expliquer aussi, on va casser des concepts qui sont faux dans la tête des gens. On va rectifier certaines choses aussi qui sont partiellement vraies mais partiellement fausses pour que la personne ait vraiment les bons objectifs aux bons endroits. Et si la personne, exemple, est à côté de partout, elle n'a pas d'espace, ses financements ses marges de crédit sont pleines, ses cartes de crédit sont pleines, et elle vient me voir, mais je ne veux pas toucher à mon crédit. Ça veut dire que la personne n'a pas compris dans quelle situation elle était, puis elle n'a pas compris à quoi ça sert une cote de crédit, et elle n'a pas compris que même avec une bonne cote de crédit, si le reste des indicateurs est pas bon, t'es dans le trouble. Donc, on va rectifier certaines choses. Des fois, les gens vont avoir des objectifs comme acheter une maison, ça va jouer dans la solution qu'on va leur proposer. Des fois, il y a des gens qui veulent ils s'en foutent de garder certains actifs, mais des fois, des gens ils veulent garder leur maison, leur véhicule, leurs 4 roues. OK, comment on arrive à faire ça avec un budget qui balance? Est-ce que c'est possible? Fait qu'on va vraiment établir une stratégie en fonction de toutes les informations qu'on a recueillies et en fonction des objectifs de la personne. Puis on va pas juste prendre pour du cash l'objectif de la personne, on va le valider, on va le challenger. Parce que des fois, des gens qui se disent, moi, je veux absolument garder mon véhicule. Puis là, on leur pose la question, pourquoi? Puis finalement, la réponse, parce qu'ils veulent se déplacer. Oui, mais OK, mais c'est peut-être pas ce véhicule-là que tu as besoin. Peut-être on a une solution dans laquelle tu vas avoir un nouveau véhicule et ce véhicule-là qui a une balloune dessus, tu vas le remettre. Donc, il y a toutes sortes d'éléments que notre rôle fait qu'il faut creuser pour poser des questions à la personne, valider les objectifs, valider la réalité et établir une stratégie avec la personne. Wow! C'est vraiment un dossier extrêmement complexe, ce qu'on vient de parler là. Et c'est une réalité. Les gens qui vont te voir sont confrontés à faire un budget, confrontés à leur réalité eux autres. Et c'est un peu la job que tu as quelque part, Pierre-Paul. Oui, de les former à l'importance d'avoir une map quand tu te promènes dans le bois la nuit, d'avoir une boussole. Ça, il y a des gens qui ne réalisent pas l'impact de ça, donc d'avoir un budget, d'avoir un revenu dépense. Et comment on le fait de façon efficace sans que ça soit une tâche incroyablement, puis c'est ça qu'on a parlé la semaine passée, comment on peut en 10 secondes par jour faire un revenu dépense qui va nous amener à un budget efficace, qui va nous amener à une planification financière bien structurée, qui va nous amener à pouvoir faire des économies, puis éventuellement développer un capital qui va nous permettre de bâtir de l'argent pour la retraite, pour des projets, pour plein de choses. Et surtout, pour moi, le plus important, c'est que les gens aient une indépendance financière,
ce qui est malheureusement pas le cas pour la majorité des gens. Effectivement. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a, ça va trop vite. On donne les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASE, peuvent nous écrire au info@commercial-lacasesyndic.com, peuvent nous appeler, nous écrire, aller sur notre Facebook, notre LinkedIn, peuvent aller sur notre site Internet également, Lacase et Associés. Puis, en début d'année, là, à date, on est très occupés, mais on s'assure d'être capable de répondre aux gens là, rapidement dans la journée pour parce que c'est des situations souvent qui sont critiques puis qui ont besoin d'une rencontre rapide pour régler des problèmes. Génial. Merci beaucoup, Pierre-Paul, encore une fois. Merci beaucoup à toi.